On dit souvent que les percherons sont attachés à leurs racines, à leur terre fertile, nourricière et généreuse. Julien Bellivier est l'un d'eux. Suivons ce dynamique enfant du pays, amoureux de ses chevaux, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Mortagne-au-Perche, à Nogent-le-Rotrou, dans le manoir du Bois-Joli qu'il restaure avec son père. C'est un chantier sur plusieurs générations et dans l'idée vraiment de préserver un patrimoine qui a plusieurs siècles en fait. Et c'est vrai qu'on est, on est passeur d'histoire. C'est à Nogent-le-Rotrou, capitale du Perche, que Julien a passé son enfance et sa scolarité avec Harold. Qu'est-ce que j'ai pu les descendre ces marches? C'est sûr qu'on en a bavé hein, quand on était au collège et qu'il fallait aller au stade. Ce qui est rigolo, c'est que 600 ans après, ça reste un lieu obligé de passage de tous les Nogentais. Les deux anciens collégiens connaissent tous les recoins de cette ville dynamique chargée d'histoire. Direction le cœur de la ville et l'église Notre-Dame qui logeait les pèlerins indigents en chemin pour Compostelle. Implantée sur le site de l'hôpital ou Maison-Dieu, elle reste singulière. Notre fameuse église Notre-Dame du XIIe siècle, si je me souviens bien. Oui, absolument. Qui a été construite par les comtes du Perche à l'époque où ils sont partis en croisade. Ils ont voulu faire une donation pieuse. Ce qui est vraiment étonnant ici, c'est qu'on est vraiment sur une église sans clocher en fait. Ça a été une guerre féroce parce que la principale puissance dans la ville, c'était l'abbaye Saint-Denis. Et donc ils ne voulaient surtout pas qu'il y ait un autre bâtiment qui puisse apparaître plus haut et plus puissant. Donc ils ont exigé et obtenu qu'il n'y ait pas de clocher. C'est vraiment ce qu'on appelle une querelle de clocher en fait. Ah, c'est la définition même de la guerre de clocher. Ouais. Emboîtons le pas de Julien et Harold vers un des plus vieux quartiers de la ville, le quartier du Paty, qui doit son nom au pâturage qui s'étendait ici et où le comte Henri III logeait ses officiers. Ce faubourg a gardé un charme fou. Au XVe siècle, de nombreux gentilshommes y firent construire des manoirs de ville avec des tourelles et des lucarnes ouvragées. Le manoir Michelet, du nom de ses anciens propriétaires, en est un bel exemple. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on est sur un manoir de ville. Donc on voit vraiment ces marqueurs de richesse, hein, avec le cheval, avec son cavalier. Oui, puis il y a l'étage noble, le premier étage, il y a la tourelle qui dessert le rez-de-chaussée jusqu'au comble, et puis effectivement les éléments de sculpture qui montrent la richesse, le prestige, le rang nobiliaire et seigneurial du propriétaire. Mais il faut s'élever davantage pour comprendre sans mal qui avait le plus de pouvoir à Nogent-le-Rotrou. Sur les hauteurs du quartier du Paty, domine une forteresse de pierre, le château des comtes du Perche. Plusieurs années de suite, avant de me lancer dans mes études d'archéologie, j'ai travaillé ici en fait. Ah bah oui, je me souviens. Du coup, tu dois rester incollable. C'est quoi la hauteur? On est sur 34 mètres. Et l'épaisseur des murs? À peu près 8 mètres. Ça reste le donjon le plus ancien d'Europe en pierre. Et on ne s'explique toujours pas comment ils ont fait pour un donjon construit en 1030, à une époque où l'Europe n'était construite qu'en bois et en torchis. On avait réussi ici à construire un donjon, une masse de pierre de 34 mètres de haut. C'est une prouesse technologique qui reste un siècle en avance par rapport à tout ce qui s'est fait ensuite au niveau de l'Europe. Longtemps, le château de Nogent-le-Rotrou a tenu un rôle défensif. Il occupe, dès le Xe siècle, une position frontière et stratégique pour contenir les assaillants normands qui progressent. Le plus impressionnant, c'est quand même la vue là-haut. On voit jusqu'à 40 km. Au XIIe et XIIIe siècle, un mur d'enceinte et 7 tours viennent le fortifier davantage. Pendant la guerre de 100 ans, le château sera pris par les Anglais et brûlé entièrement. Il faudra attendre le XVe siècle et les demoiselles d'Armagnac pour que des travaux de restauration lui redonnent fière allure. C'est la plus belle vue du Perche. C'est sûr que c'est vraiment une vue fascinante. Et donc là, effectivement, on peut suivre la route de Chartres, l'ancienne voie romaine, qui chemine jusqu'au Bois-Landry. C'est là que tu vas demain, du coup. Ah oui, c'est ça, pour voir les percherons. Destination le domaine forestier du Bois-Landry, au lieu dit la Graiserie, pour Julien et son ami Xavier, qui partagent l'amour du perche et de son cheval de trait, le percheron. Alco!
Viens là, mon grand, viens. Falco, un robuste étalon, va leur prêter main forte pour un entretien écologique du massif forestier. On est vraiment sur une race polyvalente en fait, hein, avec possibilité de faire différentes choses. Et, à gauche. On connaît le débardage, on connaît la vigne, mais c'est vrai que le fait d'entretenir une marche, c'est vraiment important. Gauche. Encore. Bien. Gauche. Falco va avoir la mission d'arracher sans abîmer les écosystèmes, les saules qui ont poussé autour d'une mare et qui l'assombrissent. Allez, devant. Allez, mon pépère. Oui, allez. Bon garçon. Oh, doucement. Pour arracher des saules comme ça, c'est idéal. Hein. On n'abîme rien avec le cheval. Bah oui. On vient pas tasser le sol avec le tracteur. On fait pas d'ornière, rien. On pollue pas avec les hydrocarbures. Là, le cheval, il a un réel intérêt par rapport au tracteur. Falco, devant. Et en plus, c'est rapide. Droite. Oui. Il n'y a pas besoin de monter et descendre du tracteur. Là-haut. Le percheron a toujours secondé l'homme dans sa tâche. Longtemps, il tracta les attelages, ce qui lui valut le surnom de diligencier. Devant. Puis devant. La motorisation des transports fait décliner la race, mais sa puissance et sa docilité lui ont toujours valu les faveurs des hommes du Perche. En 2 heures de temps, Falco et ses hommes ont dégagé la mare des saules qui lui faisaient de l'ombre. C'est un truc qu'on n'aurait vraiment pas pu faire à la tronçonneuse, hein, parce qu'il faut les arracher, tous ces arbres. Hein. Le saule, c'est une essence forestière qui rejette. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu la coupes, il repart du pied et il le rejette. La vraie solution pour l'enlever, c'est d'arracher. Donc là, tu vois, tous les arbres qu'on a arrachés ici qui faisaient de l'ombre, ça éclaire. Tout de suite, on a une réponse de la nature. Les libellules qui n'étaient pas là tout à l'heure parce que c'était à l'ombre, sont arrivés. D'un seul coup, la mare reprend vie. On a une ou moins 2 espèces et si on attend là quelques heures, ça va continuer d'affluer. Donc l'objectif est atteint. En vous promenant dans le Perche, en arpentant ces villages pittoresques, n'hésitez pas à lever le nez et vous verrez sur le toit de drôles de scénettes. Des percherons bien sûr, des coqs, des chats ou d'autres figurines en métal qui tournicotent pour vous donner le sens du vent. Hey, salut Thierry, j'ai retrouvé cette girouette au bois joli, du coup il devait y avoir un atelier de charron en fait. Ah bah oui, probablement, oui, c'était pour signaler, ça servait d'enseigne, ça signalait l'endroit. C'est dans son atelier du bourg du Mage que Thierry Sauret, artisan, perpétue la tradition de la fabrication manuelle de girouettes. Tu crois que c'est le genre de truc que tu pourrais refaire ça Ah oui, ça c'est une scène qu'on peut refabriquer, oui, il n'y a pas de problème. Bah, je vais te montrer, là il y en a une, tiens. Ah oui, génial. Oui, fameux Voltaire, du coup, avec son meneur. Voilà, hein. le cheval perchon. Ouais. Eh bien tu l'as juste là. D'accord. Regarde. Ah oui, mais on reconnaît vraiment le percheron de 1884. Hein. Voilà, c'est la scène qui a été reprise, c'est donc à l'identique et qui a été fabriquée en girouette. Avec l'amour du travail bien fait chevillé au corps, Thierry lime cuivre ou laiton pour donner une forme au gré des commandes de ses clients. Chez les Sauret, pas question de faire la girouette. On reproduit les mêmes gestes depuis des générations. C'est une vraie histoire de famille chez toi, la girouette, en plus. Hein. Ton grand-père a été girouettier, c'est ça hein. Pendant la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, tu avais les soldats, il y avait des périodes où il n'y avait pas forcément la guerre en permanence. Donc, ils fabriquaient des avions. Ils s'en fabriquaient en obus. Ils fabriquaient le corps de l'avion. Et avec un morceau de cuivre qu'ils découpaient, ils arrivaient à faire l'hélice. La confection de ces figurines n'était pas un simple passe-temps pour les soldats. Elle leur donnait des renseignements précieux. Grâce à elle, ils pouvaient connaître le sens du vent et éviter ainsi les gazages. Passionné par son métier, Thierry est intarissable sur l'histoire des girouettes et leurs petits secrets. Et tu vois, là, Julien, regarde, Ah oui. tu sais ce que c'est? Ah bah oui, un impact de balle. Hein. Voilà, oui. Comment ça se fait, ça? Les anciens, quand ils revenaient bredouille de la chasse, hein, les chasseurs, eh bien souvent, pour se prouver qu'ils étaient encore agiles au tir, encore bons tireurs, qu'ils visaient encore bien, eh bien, ils tiraient sur les girouettes. Les coques de clocher que l'on démonte, bien souvent, il faut reboucher les trous. D'accord. Parce que tu vois le jour au travers. Je savais pas du tout, c'est un truc que j'apprends. Cible des chasseurs, les girouettes s'en moquent et s'amusent toujours autant à jouer avec le vent. Elles paradent fièrement sur les maisons percheronnes, des plus modestes aux plus cossues. Comme celle du château de la Rivière, à Pongouin.
Au-dessus de la porte d'entrée, Julien, tu reconnais évidemment. Le blason de la famille d'Aligre. Voilà, enfin ce qu'il en reste, puisque tu as vu que les révolutionnaires se sont fait plaisir et l'ont bien martelé. C'est sur les terres de l'élégant château de la Rivière à Pongouin, dans l'Eure-et-Loire, que Julien nous entraîne maintenant en compagnie d'Amélie, son amie guide. Tu ne devineras jamais, ici on a 450 hectares. Ah oui. On arrive sur quelque chose de vraiment impressionnant, quoi. Construite au XVIIe siècle sous le règne de Louis XIII par la famille d'Aligre, une noblesse de robe française, la bâtisse a été peu modifiée depuis 4 siècles et reste typiquement percheronne. On a un château qui est construit selon le style de l'hôtel particulier du XVIIe siècle, mais avec des pierres que tu connais sûrement. Hein. On est vraiment du coup sur du roussard, sur du roussard typique de la région, extrait juste ici. Le grès roussard qui est comme ça très rouge parce qu'il a plein de fer à l'intérieur et qui est une des 2 pierres typiques de notre région. Et puis la deuxième pierre typique du Perche, c'est le fameux grison, qui est une pierre qui est beaucoup moins noble. C'est une pierre qui était vraiment utilisée beaucoup plus pour les communs, pour la partie agricole en fait. Exactement. Malgré tout, ces 2 pierres, elles se ressemblent, mais elles n'ont pas la même noblesse. Le château des d'Aligre a une histoire singulière. En 1680, le roi Soleil a jeté son dévolu sur cette propriété, ou plutôt sur sa rivière. Au XVIIe siècle, Louis XIV est dans la période la plus glorieuse de son règne. À Versailles, son château et ses fastueux jardins doivent être à la hauteur de sa grandeur, et ses fontaines jaillir d'eau. Il n'y a pas d'eau à Versailles. Oui. Donc du coup, toute sa vie, il va aller chercher de l'eau partout, dans la Loire, dans la Seine, et puis ici, à Pongouin. Il a décidé de complètement détourner le lit de l'Eure en fait. Voilà, c'est incroyable. Pour satisfaire les délires hydrauliques du roi Soleil, il faut le débit constant d'une rivière. Celle de l'Eure étant la plus proche, on se met en tête de la détourner jusqu'à Versailles. C'est ici, à 80 km du château, que le projet du canal prend sa source. Mais 3 années après les premiers coups de pioche, les ouvriers réquisitionnés sur le champ de bataille troquent la pelle pour le fusil. Le projet du canal de Louis XIV est stoppé net dans les Yvelines, à quelques kilomètres seulement du château du roi. Tu vois, le reste du chantier absolument pharaonique de Louis XIV, imagine 30 000 ouvriers. C'est fascinant, puis dire que c'est un chantier qui s'est quand même arrêté 20 km avant Versailles, le chantier s'est arrêté pour la deuxième passion de Louis XIV, qui est bien sûr la guerre. La guerre, évidemment. Pongouin devait rejoindre Versailles, mais au final, 20 km et puis ça n'a pas été. Le château de la Rivière a une histoire riche d'anecdotes. Son actuel propriétaire, Édouard de Vitry, en est tombé amoureux en 2009 et s'échine à le restaurer. Je t'emmène voir les boiseries du Grand Salon. Ah oui. C'est un endroit où nous avons passé un temps fou à remplacer des morceaux abîmés des boiseries d'origine du château. Et au-dessus de ces boiseries, tu vois les tableaux de la famille d'Aligre qui ont construit le château où nous sommes. Là, du coup, j'imagine qu'on est sur Étienne d'Aligre. Absolument. Et à sa diagonale en face, son fils, qui sont tous les 2 représentés dans leur tenue d'apparat de garde des Sceaux. Avant d'occuper les plus hauts postes à la cour, les d'Aligre sont dès le XVe siècle les gestionnaires du grenier à sel de Chartres et amassent une petite fortune. Ils investissent au fil des ans massivement dans le foncier, jusqu'à comptabiliser pas moins de 99 propriétés réparties sur toute la France. Les d'Aligre étaient une des familles les plus riches de France, probablement une des 5 les plus riches de France, qui avaient à leur service unique 3 notaires à temps plein pour gérer leurs affaires. Ils avaient des terres partout en France. Et des terres absolument gigantesques. C'est pour ça qu'on dit en fait qu'ils pouvaient traverser la France, aller de Bordeaux à Paris uniquement par leurs terres, c'est ça Absolument, à cheval, sans jamais quitter leur domaine. Je vais t'emmener dans une partie qui est en cours de restauration, très différente de ce que tu as vu jusqu'à maintenant. D'accord. Là, je t'emmène dans une aile qui n'a rien à voir avec l'autre. Le XXe siècle va sonner le déclin des d'Aligre. Le domaine est vendu et passe de main en main, jusqu'à devenir, en 1954, la propriété d'Albert Courtine,
producteur et distributeur de films, qui lui redonne une vie festive. Tiens, Julien, la date de construction de cette partie. Ah oui, 1628 quand même. Là, nous sommes dans l'ancienne cuisine du château. Là, tu as ce qu'on appelle un potager pour faire réchauffer les plats. Il est vraiment magnifique ce potager, hein, avec sa maçonnerie en briques comme ça pouvait se faire à l'époque, sa faïence sur le dessus. Et une immense cheminée qui permettait de faire rôtir des animaux entiers. Et tu imaginais ici une vie assez festive autour de ces rôtisseries. Dans les années 50, c'est vraiment des grands personnages comme Ventura, comme Gabin, Audiard ont pu festoyer, comme on dit. C'était leur salle à manger. Tu les imagines s'amusant, se tapant la cloche devant le feu avec le cochon de lait, faisant un ripaille de manière, on peut l'imaginer, assez colorée. Les tontons flingueurs en personne au château de la Rivière. Une incroyable destinée pour cette bâtisse percheronne.